Et bonjour à tous, bienvenue sur la septième illusion. Je suis Albator, mais comme à mon habitude, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Hugo. Comment ça va? Bah ça va super et toi? Bah ça va très bien. Et aujourd'hui, on parle d'un film qui, moi, me tentait pas tellement, mais que j'ai été voir. Il s'agit de Yoroi, donc le film écrit par Orelsan et réalisé par. J'ai pas pris le nom du réalisateur, je suis un peu con. Je savais que ça allait arriver. David Tomaszewski, si je prononce bien évidemment, et qui va nous raconter l'histoire d'Aurélien Orelsan, qui décide de s'installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Alors que le couple emménage dans une maison assez traditionnelle de la campagne japonaise, Orelsan découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures liées à tout ce qui se passait au niveau de sa tournée, des yokai. Voilà. C'est ça le synopsis du film. Et avant de commencer, j'aimerais te poser la question, Hugo, de ce que tu penses peut-être d'Orelsan, de son film Comment c'est loin. Je crois que c'est ça le nom, si je me trompe pas. Et Exact. peut-être aussi de sa discographie, voilà. Ce que tu penses de ce monsieur-là et qu'est-ce que tu attendais du film? Bah pour moi Orelsan c'est déjà quelqu'un de très ambigu d'abord dans sa carrière musicale puisque c'est comme ça qu'on le connaît. Euh, c'est un peu une figure dans son domaine qu'est le rap français quand même. Dans un sens, on l'a souvent comparé, notamment dans son début de carrière musicale, à un certain Eminem français jusqu'à l'aboutissement d'un film sur lui-même qui était Commencé loin, comme l'a fait Eminem avec 8 Mile. Maintenant, la comparaison musicale entre Eminem et Orelsan, finalement, elle tient pas tant la route que ça quand on se confronte au fond des deux artistes. Mais ce que j'aime beaucoup chez Orelsan, c'est justement sa part d'ambiguïté et aussi, il faut le dire, son immaturité profonde qui caractérise un peu le personnage qui s'est construit. Car je pense, et c'est un peu une évidence, que c'est vraiment un personnage qui joue. euh, Celui qu'on retrouve dans Jimmy Punchline au tout début de sa discographie, c'est finalement celui qu'on retrouvera quelques années plus tard sur Canal+, dans Bloqué, ou encore Serge Le Mito avec Jonathan Cohen. C'est finalement un personnage comique qu'il a construit à travers différents médiums, et que ce soit le cinéma, la télé, ou forcément la musique. Et ce personnage, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui montre aussi que Orelsan est déjà, pour moi, un très bon scénariste, parce que c'est ce qui faisait, pour moi, le grand intérêt de Commencer loin, parce que je suis pas entièrement persuadé que Commencer loin soit un film réussi, d'abord parce que je trouve que c'était une comédie musicale bridée, qui se voulait être une comédie musicale, et qui ne l'est pas. Peut-être qu'on retrouve aussi un peu ce problème-là dans Yoroi, on en reparlera, mais c'est un personnage véritablement comique, Orelsan. C'est pas pour rien qu'on le retrouve aussi chez des Dupieux, notamment dans Au Poste, parce que il a cette posture et il a déjà une persona. Et en même temps, quand il se lance dans l'aventure Yoroi, eh ben, il est connu non plus comme ce petit rappeur de Caen, blanc et très banlieusard, dans le sens non pas disons que c'est un banlieusard, oui, mais de la France périphérique plutôt. Euh, et ce personnage-là, qui était personnage phare dans Comment c'est loin, on l'a totalement perdu dans Yoroi, puisque dans Yoroi, on le voit tel qu'on le connaît maintenant, comme une superstar du rap français qui remplit 10 fois l'Accor Arena cette année notamment. C'est présenté comme tel. Et justement, le paradoxe tient là, c'est qu'il est toujours aussi ce personnage assez immature. Et c'est la collision de ces deux polarités, cette superstar qui se fait connaître partout dans son pays, de toutes les générations, et en même temps, ce personnage qui a toujours un peu ce syndrome de Peter Pan parfois. Et c'est un peu la collision des deux que j'attendais de ce Yoroi. Maintenant, est-ce que c'est réussi ou pas? On aura toute l'occasion d'en reparler, mais concrètement, ce que j'aime sur Orelsan, c'est vraiment ce personnage qui crée un peu white trash, si on peut employer ce terme. C'est aussi comme ça qu'on le compare à Eminem parfois, mais voilà, c'est un peu toute cette persona qui le caractérise, qui, moi, me fait dire que c'est toujours un personnage intéressant, malgré qu'il n'a pas tout le temps fait des choses intéressantes, notamment musicalement. Il y a une bonne partie de sa discographie que je rejetterai aujourd'hui, notamment son dernier album et le tout premier, mais
Voilà, globalement, c'est toujours une personne ambiguë et l'ambiguïté au cinéma a toute sa place. Donc pour moi, j'attendais quand même un petit peu ce Yoroi. Bah moi, je vais te rejoindre à propos de ce personnage qui se construit dès ses débuts, comme tu l'avais dit, cet homme assez immature qui prend tout au second degré, qu'on va retrouver quand même ici, et qu'on voit déjà dans Comment c'est loin. Donc je vais essayer quand même de me remémorer du film que j'ai vu il y a maintenant maintes années, mais si je prends au total toute la carrière de Sam, je dirais que quand même ce personnage a beaucoup évolué, notamment avec La Fête est finie, qui est son album de la maturité, qu'on pourrait qualifier si on était un média français un peu mainstream. Un album de la maturité où il se rend compte qu'il a 30 ans, il se rend compte bah, qu'il est vieux, c'est plus le même jeune qui commence le rap un peu fougueux, qui aurait pu faire des sons comme Saint-Valentin. Je pense que c'est plus ce monsieur-là et c'est pas et ça se confirme avec Civilisation. Après, donc t'as dit que c'était déjà à ce moment-là un personnage de cinéma, je suis d'accord, puisque il avait fait son petit chemin avec Bloqué, avec Gringe notamment, et du coup, ce film, et même on voit que c'est un personnage qu'il prolonge dans ses interventions, notamment avec tous ces mèmes qui tournent autour de lui, avec le assez marrant, avec ses interventions chez Squeezie, etc. C'est un personnage qui est assez intéressant et assez unique dans le paysage du rap français. Et moi, personnellement, c'est Orelsan, j'ai quitté quand je suis rentré au lycée en fait. C'est tout un univers que je ne retrouve plus aujourd'hui. Et du coup, pour ce Yoroi, j'en attendais pas grand-chose. Pour moi, c'était plus le délire de quelqu'un qui voulait faire son petit film au Japon pour peut-être annoncer un album. D'ailleurs, au moment où on record, il a annoncé il y a 2 heures la sortie de son album en novembre prochain. Donc on peut voir peut-être Yoroi comme une sorte de pub pour cet album, même si je Oui, ne pense sachant pas que perso. 4 morceaux présents dans Yoroi, puisqu'il y a aussi Mm. des interludes musicales, sont présentes sur l'album. Oui, bien sûr. Après, il avait justement dit que ce serait un prolongement, mais ce serait pas exactement Yoroi, ce serait pas la bande son de Yoroi. Donc on attend, mais moi j'en attends pas grand-chose puisque c'est vraiment un style de rap qui m'intéresse pas musicalement. Et dans les lyrics, je trouve quand même qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Justement avec La Fête est finie, qui est l'album où il se rend compte de beaucoup de choses, où il fait ses véritables lettres d'amour, hein, notamment Paradis, qui moi m'aime beaucoup avec San. Mais du coup, c'est un personnage que j'attends pas, qui est sympa en mini-série, mais est-ce que aujourd'hui, en 2025, sur un long métrage, ça tient? Et ben la question est là, avec Yoro, et donc j'ai déjà présenté le synopsis. Et du coup, Hugo, je sens que tu as très envie d'en parler. Qu'as-tu pensé de Yoroi? Bah justement, tu parlais de La fête est finie, je trouve que Yoroi est une continuité de cet album-là, dans le sens où les thématiques de certains morceaux, Paradis d'abord, mais on pense aussi à San, s'imagent ici. Alors, c'est un peu bateau dit comme ça, et surtout que finalement il faudrait comparer ce qui est comparable, et en revanche, comparer un album de musique et un film, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adéquat à faire. Pour autant, on retrouve quand même cette dynamique de maturité. On parlait tout à l'heure de La fête est finie comme un album de la maturité. Alors, pas persuadé que ce soit un album entièrement réussi non plus, mais il y a effectivement ces réflexions qui s'imposent et qui s'imposent ici dans Yoroi, puisque même si c'est une œuvre compliquée à genrifier, disons ça comme ça, je pense qu'on peut tout de même se dire que elle se construit sur une base de biopic, puisque Orelsan se présente tel qu'il est, c'est-à-dire Orelsan, grande star du rap français. Euh, et c'est comme ça qu'il est présenté, donc c'est un peu une forme de biopic. Et moi, justement, dans cette forme-là, qui est à la fois, oui, certes, un biopic, mais qui n'est pas du tout hagiographique ou qui vanterait ses mérites, on est plutôt dans quelque chose qui, moi, me fait penser à un film qui est sorti plus récemment, qui était le film Better Man, où justement l'imagination, la fantaisie prenait le pas sur la réalité, avec justement, je crois que c'était Robbie Williams qui était dans les traits d'un singe. Euh,
Bah là finalement on retrouve un peu ce décalage là dans le biopic puisque on est sur un film de genre, hein. D'ailleurs nos collègues de la 7ème Illusion qui étaient à Mauvais Tour ont eux aussi pu voir le film en festival et en film de clôture. Ça montre bien que c'est un film qui s'initie dans une rhétorique du cinéma de genre. Et c'est tout à fait intéressant, je trouve, que Orelsan, qui, on le connaît, a quand même des références d'abord japonaises, mais aussi des références geeks et vidéoludiques, se place dans ce registre-là par le cinéma de fantasy. Alors, certes, ça peut paraître à première vue, et c'est le reproche qu'on faisait avant la sortie du film, un peu bêtement, mais ça peut paraître tout à fait immature comme approche, puisqu'on sait qu'il a 40 ans et que bon, ce genre d'imagerie très vidéoludique, très old school, c'est plus trop ce qu'on attend de quelqu'un qui a 40 ans, mais en même temps, faut dire aussi que ça fait partie de son personnage, quoi. C'est potentiellement quelqu'un qui ne vieillira jamais ou qui se verra toujours un peu enfant. Et du coup, on est dans cette dynamique-là dans Yoroi. Pour autant, c'est un film que j'apprécie pour sa maturité. C'est quelqu'un, Orelsan, qui a toujours été capable, déjà d'en commencer loin, de prendre du recul et de la hauteur sur lui-même, sur ce qu'il est, sur ses défauts aussi. Et justement, là, quand Yoroi filme la superstar, on a aussi, et c'est très important de souligner, les défauts de la superstar, puisque toute la carrière du personnage musical d'Orelsan est agrémentée dans le film finalement, ainsi que toutes ces polémiques. On se souvient des manifestations à l'époque de la sortie de Perdu d'avance, quand il avait sorti deux morceaux qui étaient Saint-Valentin et Sale pute, qui avaient fait énormément polémique à l'époque et à juste titre, jusqu'à avoir des manifestations et tout. C'est ce genre de polémique qui touche Orelsan, ou qui l'ont touché à une époque, sur lequel il revient, dans une espèce de mea culpa aussi peut-être, et surtout dans une forme de combat intérieur entre cette part enfantine qu'il a en lui et cette part assez immature. Dans ses derniers albums notamment, on lui faisait des reproches de nature plus politique. C'est quelque chose qu'on disait de lui, qu'il s'était grave embourgeoisé, mais qu'il était quand même un critique du système, ou à l'inverse, que il critiquait le système, mais que finalement il en faisait entièrement partie, et que du coup, tous ces reproches de carrière qu'on a pu lui faire sont synthétisés dans Yoroi. Alors ça pourrait faire très égo trip et film, on va dire très personnel. Pour autant, je trouve que c'est un peu un biopic inversé dans le sens où là on ne regarde que ses défauts et lui regarde aussi que ses défauts. Et justement, l'idée elle est très frontale, mais ça va être de les combattre. Alors, je vais pas m'étaler, je vais te laisser en parler, mais sur la façon dont tout ceci s'incarne dans le film, je trouve que c'est à la fois une idée assez intelligente et en même temps assez mal exécutée, quoi. Bah, je te rejoins sur le reste du film, puisque, et surtout sur ce que tu disais sur Better Man, puisqu'il y a une scène dans Better Man qui me fait le tilt, c'est lorsque Robbie Williams s'imagine dans un grand concert avec plein de lui dans la fosse, donc plein de singes, etc., qui l'attaquent. Et ben ici, on reprend ça, mais on utilise ces démons qu'il a accumulés vis-à-vis de son succès, notamment avec l'alcool, les drogues, les femmes. C'est pas vraiment un ego trip, hein, c'est vraiment une œuvre où il se présente en artiste qui souffre véritablement, qui essaie de vivre une vie un peu plus rangée, mais qui est rongé notamment par ses anciens torts. Et c'est un film pour moi qui est déjà visuellement assez réussi. On va y revenir, mais visuellement c'est réussi de par ces VFX avec non, c'est pas des VFX, c'est des vrais Est-ce qu'on emploie le mot tout de suite? Est-ce qu'on le dit ou pas? laisse-moi le dire s'il te plaît. Mais du Vas-y. coup, il y a plein de maquettes, de monstres qui sont créés soit en VFX, soit en vrai. Mais il y a quand même certains plans qui ont fait le tilt dans nos deux têtes à deux. Mais aussi sur Twitter, on l'a vu, c'est l'utilisation de l'IA. Alors, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est condamnable dans une œuvre d'art.
dans une œuvre qui respire l'humanité comme celle-ci, parce que c'est l'œuvre où Orelsan se livre entièrement sur ce qu'il est, sur tout ce qui le ronge, alors qu'il essaie d'être heureux finalement. Il part au Japon justement pour ce bonheur-là, mais il utilise pour son film quelque chose qui représente l'inverse de la vie, puisque l'IA est pour moi la mort de l'art, la mort de l'artiste, est très problématique. Justement, quand c'est utilisé dans des moments qui devraient symboliser euh, un renouveau pour lui, peut-être un accomplissement, pardon, c'est problématique d'utiliser ça là-dessus. Après, tout le film n'est pas ajouté, évidemment, parce que c'est quand même une œuvre qui se révèle être assez belle, assez honnête, surtout, vis-à-vis de ce qu'est un artiste lorsqu'il a 40 ans, lorsqu'on a tout accompli dans sa vie, puisque son premier rêve, on l'a dit au début, c'est de percer, hein, comme beaucoup de rappeurs aujourd'hui. Mais lorsqu'on a percé, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on devient un vieux con tel que Rof, ou on essaie de se renouveler et on entre dans une boucle perpétuelle de ce qu'il montre ici, c'est-à-dire drogue, musique, toujours plus. Est-ce que finalement on peut avoir ce bonheur-là? C'est la question, mais j'y reviens. Et utiliser l'IA, c'est quelque chose qui brise tout ça et qui n'arrange pas le film en fait. Ça me surtout que les artistes sont sensibilisés aujourd'hui. Il y a eu plusieurs collectifs, notamment dans la VF, j'y pense, sur l'IA. Du coup, c'est hautement immoral d'utiliser ça. En dehors d'une question de moralité, sur la question de l'intelligence artificielle et des images générées par elle, il y a finalement un problème ontologique déjà dans Yoroi, puisque toutes ces incarnations du coup des traumatismes d'Orelsan se caractérisent justement par ces yokai, donc ces créatures issues de la mythologie japonaise qui sont littéralement des fantômes qui viennent le hanter. Et ces créatures-là sont le produit de son imagination, puisque bah, dans le récit, c'est l'armure qu'il porte qui crée ces monstres, littéralement, hein. C'est le corps qui expurge le fort intérieur et qui du coup va créer ces monstres. Donc ces monstres-là sont le fruit de l'imagination et des cauchemars d'Orelsan. Et quand on nous présente ce personnage enfantin et outrancièrement naïf, on se doute que ce type a une imagination débordante. Bah d'ailleurs, le personnage pendant tout le film a une imagination complètement folle et il l'extériorise aussi en général par la parole. Donc le problème de l'IA à ce moment-là, c'est que justement, ce n'est pas le fruit de son imagination quand on utilise l'IA, mais c'est le fruit de plein de décalqués, puisque l'IA générative se base sur des choses qui existent déjà, puis les réassemble et en fait un espèce de mix. Donc sur un décalqué de l'imagination d'autres artistes qui ne sont pas du tout Orelsan. Donc c'est déjà ontologiquement un problème lié à la nature du film, en dehors de questions de moralité qui sont pour certains, peut-être certains auditeurs, qui sont tout à fait acceptables. Euh, c'est pour ça que la question de l'IA, quand elle apparaît au cinéma, je pense qu'elle ne doit pas être prise du point de vue de la moralité, mais plus concrètement, de façon pragmatique, dans sa réflexion sur la mise en scène. Et alors là, comme je viens de l'expliquer, prendre l'IA pour eh bien, générer des images qui représentent bah, l'intériorité d'un personnage, ce n'est jamais une bonne chose, puisque ça représente certes des intériorités d'esprit, des intériorités intellectuelles et artistiques, pour autant ce ne sont jamais celles d'Orelsan. Euh, et en même temps, c'est je trouve assez aussi problématique dans le sens où, pour moi, le film a quand même, toi tu trouvais assez réussi visuellement. Euh, j'ai un peu du mal avec ça. Honnêtement, le film est produit en partie par Amazon Prime et ça se ressent que il y a un par-dessus, si on peut dire ça comme ça, de plateformes, notamment au niveau de la photographie qui tient pas toujours la route. C'est un film qui se base essentiellement sur eh ben, une dialectique entre le jour et la nuit et puis comment les deux se chevauchent pour un artiste qui justement se couche très tard et se lève aussi très tard, mais dans la journée.
du coup, il y a ce chevauchement entre ces deux périodes du jour, et la nuit est très importante, puisque c'est dans la nuit que justement ces cauchemars se matérialisent et viennent les confronter, notamment dans la partie du film qui se passe au Japon. Donc pour moi, il y a ce problème qui, outre la laideur des images générées par intelligence artificielle, qui se remarque quand ça arrive à plusieurs moments dans le film, bah, en dehors de ça, je trouve que le film a en même temps aucune capacité concrète de penser ses effets spéciaux. J'entends par là qu'on a justement ces espèces de yokai qui, d'un point de vue mise en scène, représentent et matérialisent ces cauchemars. Et j'ai pas l'impression qu'ils cherchent à en faire quelque chose non plus de ces effets spéciaux dans sa coordination avec l'espace. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des plans poitrine, des plans assez fixes qui se dynamise un petit peu quand il y a des scènes d'action qui, au passage, me paraissent quand même assez, je vais pas dire réussies, mais qui sont tout de même potables. Mais je trouve qu'il y a vraiment un problème de mise en scène avec ces effets spéciaux-là, euh, dans le sens où ils ne sont jamais intégrés pleinement à l'image et n'interagissent concrètement jamais vraiment avec les corps. Euh, c'est souvent d'ailleurs un chant et un contre-chant. Dans le chant, cette espèce de yokai numérique fait par intelligence artificielle ou non, mais qui est souvent pas très beau. Et le contre-chant, c'est Orelsan. Et la confrontation des deux, elle est souvent, d'un point de vue purement esthétique, camouflée. Il y a une espèce de yokai qui est certainement visuellement celui qui est le plus intéressant, qui lui lâche des espèces de flashs à la gueule comme un paparazzi et qui reprend des couleurs un peu néon comme ça peut l'être sur scène. Bah, en fait, la confrontation entre les deux, elle ne se voit pas parce qu'elle se fait entièrement dans le noir et qu'il y a justement ces dispositifs de flash éblouissants qui montrent qu'il y a bien un contact entre le corps purement numérique du yokai et le corps de d'Orelsan. Mais je trouve que dans ces dimensions-là, le film n'a jamais cherché à confronter vraiment le numérique à l'organique, et les seules fois où il le fait, euh, ça se voit tellement que les effets spéciaux ne sont pas réussis. On pense à un moment où il combat un espèce de yokai collant, gluant un peu à la SOS Fantôme. Et la confrontation des deux d'un point de vue de mise en scène ne marche pas. En revanche, le film se montre beaucoup plus intéressant et aussi pertinent visuellement dans sa seconde partie. Alors sans trop en dire, mais c'est Orelsan qui combat Orelsan d'une certaine manière. Et donc là, on a une confrontation qui rejoint du coup l'organique à l'organique. Et là-dessus, c'est sur ce genre d'effet-là, avec un vrai corps qui combat un vrai corps, quand bien même il y a un trucage numérique, puisque c'est le corps d'Orelsan qui est doublé, eh bien, c'est là-dessus que le film se montre beaucoup plus pertinent, notamment dans des scènes de combat, où on peut apprécier quand même le fait qu'Orelsan ait fait certaines de ses cascades, et ça se voit. Les scènes dans Paris notamment sont, pour moi, déjà beaucoup plus ancrées, beaucoup plus pertinentes en termes de mise en scène. En fait, moi, quand je parlais d'une certaine réussite visuelle, je parlais surtout des yokai, de comment ils rendaient, de leur chara design, bref. Mais en fait, je me rends compte que c'est un film fait par quelqu'un qui regarde beaucoup d'animés et que du coup, ça, il reprend la mise en scène classique, c'est-à-dire que on a des champs contre champs, comme tu l'as dit, qui sont pas très intéressants, peut-être pas très bien éclairés, surtout la nuit. Je me suis rendu compte dès la première nuit, en fait, c'est plus une couleur jaune, pas très belle pour montrer qu'on est vraiment dans une maison japonaise, tout ça. Je trouve pas ça vraiment beau et même le film n'est pas très surprenant au niveau de ses mises en scène, à part cette fin justement que je peux pas tellement expliquer, mais qui me rappelle le clip de L'odeur de l'essence, où il est dans un faux décor très sombre avec un écran derrière et des plaques lumineuses par terre qui s'allument. Voilà, je trouve que Oui, c'est... bah justement, je me permets de te couper la parole, justement, Vas-y. sur David Tomaszewski, qui est le réalisateur, entre autres, du clip de L'odeur de l'essence et de pas mal d'autres clips d'Orelsan. C'est quelqu'un qui vient du clip à la base, et oui, je te rejoins là-dessus, ça se complète dans le film. Ouais, et aussi, je trouve que bah, le reste du film, ça fait très Ils sont cool, version beaucoup plus budget. Mais, euh, mais en soi, je pense que c'est assez assumé et que pour ce que veut en faire Orelsan, c'est assez réussi puisque il a pas l'air de vouloir faire un grand film de cinéma, même s'il le présente en festival.
il l'a présenté à Mauvais Tour et à Lumière notamment. Mais je trouve que c'est plus un film qui est là pour montrer qu'il est de retour, entre guillemets, pour faire un nouvel album dont certains sons sont sur le film, mais qui ne, ne peut pas s'apprécier vraiment au niveau visuel, mais plus dans ce qu'il raconte, puisque tu l'avais dit, c'est un prolongement de La Fête est finie, où il assume, il mûrit sur certaines choses, mais justement, on nous pose la question, puisque vu que les yokai représentent certaines parts en lui, est-ce que là, ce serait pas un ego trip qu'il est en train de se faire tout seul? Le film lui-même se pose la question, et je trouve ça intéressant, parce que je pense que, contrairement à, par exemple, Damso qui va faire sa série, qui est censé répondre à des dizaines, des années et des années de réflexion sur la musique, sur le monde, etc. Est-ce que là, il essaie d'aller à contre-courant d'un ego trip qui serait très classique pour être un peu plus honnête envers lui-même, comme ce qu'il est montré justement avec la fin? Ce serait pour moi ce que je vois dans le film, parce que il n'y a pas grand-chose à regarder au-delà de cet aspect-là, parce que bon, l'IA, c'est pas très intéressant, et c'est filmé de manière très simple, hein. Du coup, c'est pas, on va pas être très bluffé par ce qu'il nous fait. Surtout que, bah, niveau des scènes d'action, tu as dit, elles sont passables. Moi, je vois surtout des sortes de chorégraphies qui font très Internet era, qui font très forcés, qui sont pas très palpables, à vrai dire. C'est loin de ce qu'on nous présente de mieux dans le cinéma d'action. Du coup, j'ai surtout l'impression que Orelsan fait son trip, un peu hommage à tout ce qu'il était, à tout ce qu'il est devenu surtout, avec justement ce fond, avec cette histoire autour de sa relation avec sa femme. Mais Oui, oui, bah, pour développer, il faudrait qu'on parte en partie spoiler, mais vas-y, parle encore plus pour que on ait un bon watch time, évidemment. ouais, non, mais je pense que là, tu touches du doigt quelque chose d'assez intéressant. C'est quand même quelqu'un qui a le syndrome du rappeur qui ne fait plus que du rap. Parce que il y a quand même ces dernières années une espèce de mouvance avec notamment des Kerry James qui sortent des films, notamment sur Netflix, avec Booba qui sort une série sur Amazon Prime, il me semble, et sur Caris aussi, qu'on voit de plus en plus au cinéma. C'est une espèce de dynamique entre les rappeurs et le cinéma, alors qui est pas nouvelle, hein. On se souvient déjà de d'Ayam et d'Akhenaton à l'époque, on se souvient aussi, aussi de Joey Starr qui a fait plus tard une carrière au cinéma, comme Fianso. Donc ce lien entre les rappeurs et le cinéma, il a toujours été présent, mais de plus en plus, j'ai l'impression que le cinéma sert à compléter finalement l'œuvre musicale et les espèces de fictions musicales du rap qui en découlent. On pense aussi à SCH qui est potentiellement dans l'écriture d'un film de gangster, dans le prolongement de sa saga d'album Julius. Et puis on pense aussi forcément à Ourika, la série de Booba, qui le mettait en scène et qui met en scène finalement les personnages de fiction qu'ils sont, c'est-à-dire pour certains des bandits, pour d'autres des comme Fianso, des gens qui réussissent à sortir de la vie de quartier. C'est souvent des thématiques qui ressortent de leurs films. Donc c'est au final des acteurs, puisque ces rappeurs deviennent acteurs, qui racontent un peu ce que sont eux-mêmes. Et là où je trouve le geste d'Orelsan tout à fait pertinent, c'est que bien sûr, il se raconte lui-même, et bien sûr, il se sert du cinéma comme un moyen de prolonger sa carrière et de promouvoir aussi ses autres carrières, notamment musicales. Pour autant, je trouve qu'il est capable de prendre du recul et de la hauteur sur ce qu'il fait. Et cette esthétique du clip, c'est justement une façon finalement d'ancrer purement dans la mise en scène de Yoroi cette réflexion très finalement comment dire interdiégétique entre l'œuvre musicale et l'œuvre cinématographique d'Orelsan. Donc je trouve que c'est quand même quelqu'un qui dans son travail du cinéma se démarque de tous ses collègues rappeurs qui jusqu'ici s'inventaient plus une vie plus qu'ils ne réfléchissaient la leur, quoi. Bah après, tu t'as parlé de Fianso, mais aussi les Je passe chez So étaient très construits autour d'une trame narrative liée entre chaque freestyle avec chaque rappeur pour créer une longue histoire autour de Fianso qui se fait courser par les flics, je crois. Mais oui, il y a un lien assez
assez présent sur le rap et le cinéma. D'ailleurs, énormément de figures du cinéma sont reprises en rap. Juste Scarface, c'est un classique du rap. C'est pareil pour La Haine. Ce sont des films qui sont repris par énormément de rappeurs et c'est normal. On a d'un côté avec Scarface un modèle de ce qu'est réussir aux États-Unis notamment. Ça a d'abord été repris aux États-Unis, mais comme une partie du rap français d'abord s'est inspiré de ce qui se passe aux États-Unis, Coucou Booba, eh bien ça s'est retranscrit aussi en France. Et pour La Haine, c'est un film qui se passe dans les banlieues, qui est toujours très actuel, hein, et qui montre vraiment Scarface. C'est un classique du rap, c'est pareil pour La Haine. Ce sont des films qui sont repris par énormément de rappeurs et c'est normal. On a d'un côté avec Scarface un modèle de ce qu'est réussir aux États-Unis notamment. Ça a d'abord été repris aux États-Unis, mais comme une partie du rap français d'abord s'est inspiré de ce qui se passe aux États-Unis, Coucou Booba, eh bien ça s'est retranscrit aussi en France. Et pour La Haine, c'est un film qui se passe dans les banlieues, qui est toujours très actuel, hein, et qui montre vraiment une vérité. Du coup, il y a toujours ce lien avec le cinéma, mais Orelsan fait ça quand même assez différemment en créant quelque chose qui est beaucoup plus repris de la culture nippone, notamment des animés, et de ce qu'il avait fait précédemment pour créer un lien assez intéressant avec le clip et le cinéma. Après, pour vraiment élaborer tout le sujet, il faudrait une longue étude là-dessus. Et je pense pas qu'on puisse la faire justement que autour de Yoroi. Sinon, Oui. il y aurait beaucoup de hors-pistes, hein, évidemment. Oui, surtout que finalement, le lien entre Orelsan et le Japon ne se résume pas que autour de Yoroi. On se souvient que c'est notamment lui qui fait la VF de Saitama dans l'anime One Punch Man, et c'est également lui qui prêtait sa voix avec Gringe au film Mutafukaz, qui s'inspire aussi, alors qu'il n'est pas du tout un film japonais, mais qui s'inspire largement d'une certaine esthétique d'animation et d'animation aussi, quoi. C'est un film franco-japonais. Une partie de l'animation a été faite au Japon. Du coup, Ok, bah alors c'est encore plus dans la continuité de l'œuvre ouais, ouais. d'Orelsan finalement. Donc c'est quelqu'un qui se démarque aussi par ses inspirations différentes. Euh, c'est vrai que quand on regarde les films de rappeurs, c'est souvent des films qu'on pourrait dire de quartier, même si ce terme ne veut absolument rien dire. Et c'est aussi inspiré de beaucoup de films autour du gangstérisme. On est bien souvent dans des inspirations scorsésiennes, etc. Et Orelsan, forcément, c'est pas du tout son domaine, son sujet d'appétence. Donc c'est bien de le voir aller sur quelque chose qui finalement est un peu sa zone de confort aussi, mais qui s'en sert non pas pour eh bien, se plonger dans purement et simplement dans une esthétique nippone, mais pour se réfléchir lui-même à travers son rapport à cette pop culture japonaise notamment, quoi. Et justement, je compléterai encore en disant que cette pop culture japonaise qui on le sait, c'est essentiellement des œuvres issues des animés, etc. Mais c'est aussi des œuvres cinématographiques comme Kamen Rider, dont on reprend ici un des acteurs récents, et c'est très important de le souligner, qui était Kazuya Tanabe, qui est un acteur majeur au Japon, qui l'est beaucoup moins en France, mais qui se réfère justement à cette esthétique-là de Kamen Rider et tout. Donc il y a cette filiation qui est encore faite, et on sent que Orelsan veut vraiment se relier directement à cette culture-là, quoi. Bah, je pense qu'on peut partir en spoiler, comme ça on peut. En tout cas, ce serait toujours intéressant d'aller voir ça, je pense, parce que en soi, c'est un bon divertissement, on va pas se le cacher. Moi, j'ai passé un bon moment. L'humour marche bien étonnamment. Je pensais que ça allait être très cringe, notamment dû au fait que Orelsan a 40 ans et que faire un film de Kiku Jap à 40 ans, c'est compliqué. Surtout un film comique. Hein, j'ai très peur évidemment de ce que va faire Philippe Lachaud avec le Marsupilami, même si c'est dans un autre registre. Mais en tout cas, moi, je vous conseillerais d'aller le voir, même s'il y a des choses dans le film qui ne vont pas. On a parlé de l'IA notamment, ça, c'est non dans le cinéma. Mais sinon, si vous êtes fan de Orelsan, on peut y aller les yeux fermés, hein. Dans ma salle, beaucoup de gens ont rigolé juste en voyant certaines références à ses albums, à ses clips. Mais même sans être fan, je pense que c'est toujours
un bon divertissement, voilà. C'est comme ça que moi je verrais le film en tant que bon divertissement, qui a quand même un Oui, fond assez intéressant. oui, puis je suis d'accord. Après, c'est quand même, je pense, un film qui est quand même beaucoup plus calibré pour les fans, notamment dans le simple fait que certains dialogues du film sont à plus ou moins déjà les paroles de ces chansons, parfois même son personnage parle un peu en rappant. Alors j'ai un peu du mal avec son jeu, mais globalement, oui, on peut se mettre d'accord sur l'idée que c'est un bon divertissement et que ça parlera certainement bien plus à ses fans, et en même temps, c'est normal, c'est clairement le public visé, quoi. Oui, et puis de toute façon, tu l'avais dit, il y a des interludes musicales où juste c'est des sons d'Orelsan qui sont un peu rappés, pas trop de prod derrière, ce qui est à mon grand étonnement puisque quand même dans le film il critique le slam. Du coup, c'est un peu surprenant, mais même l'intro c'est entièrement un son d'Orelsan qui sera sur l'album. Du coup, il y a vraiment ce pont entre sa musique et le film, rien que là-dedans. Mais voilà, bon, je pense qu'on peut passer en partie spoiler. Et je pense que ça va aussi tourner sur cette conclusion contre son alter ego, son doppelganger, qui est Aurel Sama. Donc à la place d'Aurel San, c'est Aurel Sama pour montrer une sorte de figure de respect qui s'impose lui-même comme si il était quelque chose de plus grand que le simple humain qu'il est. Et Aurel Sama qui est donc un yokai qui a pris son apparence et qui sème le chaos à Paris donc en reprenant son apparence, c'est en détruisant son image d'artiste via toutes ces débauches dont j'ai parlé vis-à-vis des autres yokai. Et moi, ça. Et justement, Orelsan le combat à la fin. Et moi, je trouve déjà que c'est intéressant de symboliser cet univers-là avec cette conclusion-là, d'affronter directement son mal qui me rappelle plein d'albums que j'aime bien, hein. Et je passe évidemment par du Billy Woods comme du Kendrick Lamar. Mais là, c'est vraiment sa patte, c'est les mêmes scènes d'action qu'on avait vu plus tôt, mais avec une meilleure direction artistique, on va dire grossièrement. Mais du coup, ça, c'est assez intéressant de voir ça au cinéma, de voir qu'un artiste va aussi loin pour montrer justement son mal parce que je pense pas qu'on ait vu beaucoup ça niveau déjà du rap, mais aussi récemment de montrer cette pseudo-dépression qui se matérialise en sa propre personne. Bah là où je trouve ça intéressant justement, c'est que la dernière fois que j'ai eu l'impression de voir ça, c'était sur Comment c'est loin justement. Le premier film écrit et joué par Orelsan, alors qui date d'il y a quelques années maintenant, 2016 il me semble. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, ça c'est la dernière fois que ça s'est vraiment vu, c'était sur Comment c'est loin, et donc ça montre qu'il y a quand même une réflexion chez lui, et aussi finalement une prise en compte dans l'écriture du scénario, parce que justement, du point de vue qu'on a d'Yoroi, on pourrait penser que c'est un point de vue totalement extérieur à Orelsan, parce que c'est nécessaire justement pour un film qui revient sur toutes les polémiques autour de sa carrière, hein, j'en parlais avant. Donc pour avoir ce recul-là, potentiellement que c'était fait par quelqu'un d'extérieur à lui. Et en revanche, bah justement, les deux films qui reviennent un peu sur lui et qui prennent un peu de recul, ce sont bah, les films qu'il a lui-même écrits. Donc ça montre qu'il est capable de beaucoup d'auto-réflexion sur lui-même, et en même temps, on le sait, puisque c'est aussi un peu le sel de sa carrière musicale, notamment dans La fête est finie, justement. Et donc, bah, c'est quelque chose d'assez intéressant, cette confrontation, et en même temps, elle est encore plus intéressante d'un point de vue purement de jeu, où le personnage de Ressan qu'on connaît, bah, c'est finalement un peu la persona que tout le monde en a. Ce côté Aurel Sama, donc, qui est donc son pendant négatif, est pour moi beaucoup plus intéressant. D'abord parce que bah, il a une vraie carrure quand même dans son jeu, Orelsan, à ce moment-là, je trouve, quand il interprète ce personnage. Et en même temps, c'est toute la part un peu provocatrice, toute la part un peu vicieuse qu'on retrouve dans l'œuvre discographique de Orelsan. Donc oui, le personnage d'Orel Sama, ça se retrouve un peu dans sa discographie, puisque on pourrait qualifier ce personnage-là qui
personnellement me paraît beaucoup plus charismatique et beaucoup plus en colère. C'est un peu la part vicieuse, la part provocatrice d'Orelsan qui a toujours existé, hein. C'est un peu comme si Orelsan représentait le Orelsan de l'odeur de l'essence, tandis que son pendant armure du Zodiac dans le film serait plus un Orelsan introspectif, un peu à l'image de San justement. Et donc je trouve ça intéressant de mettre en scène non pas une seule facette de Relsan, puisqu'on on le sait et on s'en doute, il n'en a pas qu'une, mais bien deux qui sont foncièrement antagonistes et qui se dominent toujours l'une et l'autre, quoi. Ça se ressent aussi dans sa musique, et notamment sur son dernier album, Civilisation, qui reprenait à la fois quelque chose d'assez vindicatif, assez anarchiste, assez rebelle, comme le personnage de Sama, et qui en même temps sortait des sons extrêmement naïfs, extrêmement enfantins, qui sonnaient un peu parfois beaucoup trop naïfs. Ces deux personnalités-là qui vivent en symbiose finalement dans le corps d'Orelsan et dans sa musique. Et c'est aussi ce qu'on lui reproche peut-être aussi parfois, c'est une... enfin, ce qu'on lui reproche musicalement, j'entends par là, c'est une distanciation entre certains morceaux qui sont beaucoup trop sages par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus vindicatives. Et donc c'est aussi là qu'on l'attaque politiquement, puisque le film le montre assez bien. On ne sait pas vraiment qualifier politiquement le personnage d'Orelsan. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qu'on pourrait qualifier de gauche? Est-ce que c'est plus aujourd'hui quelqu'un qui s'est embourgeoisé, qui se revendiquait plus centriste et qui aurait un peu peur de, voilà, de tous ces partis extrêmes? Ou est-ce que c'est à l'inverse quelqu'un de purement à droite, dur, dans la droite dure, et justement ça s'incarne par un yokai qui est un peu la symbiose, enfin qui est représenté comme la symbiose de Mélenchon, Macron et Bardella, et, et c'est ce yokai-là qui vient précisément lui faire ce reproche-là. Donc tout ça pour dire quoi? Bah tout ça pour dire que finalement cette confrontation entre deux personnalités d'Orelsan, elle se place justement dans un espace qui est, comme tu l'as dit, un peu un espace qui rejoint celui du clip de l'odeur de l'essence. Et c'est très intéressant de faire ça, puisque c'est justement ce déchirement interne qui déchire le personnage et sa musique depuis un certain temps, quoi. Ça n'a jamais été une musique très homogène. Dès son premier album, on a des sons complètement différents, avec des tons, des tonalités, des ambiances totalement différentes, parce que il y a ce côté un peu schizophrène dans sa musique, je trouve. Et là encore, ça montre quelque chose d'assez intelligent finalement, c'est qu'il est tout à fait capable de s'en rendre compte, et que peut-être même il joue volontairement avec ça, et que potentiellement c'est lui qui domine ces deux personnalités. Donc si ça ne dit pas forcément grand-chose d'intéressant sur lui, ça montre quand même qu'il est capable de manier ses personnages tant en musique qu'au cinéma d'une façon assez extraordinaire, et que c'est de fait un très bon metteur en scène. Alors même s'il n'est pas du tout metteur en scène de film, il y a cette idée-là justement de narrer un récit, de narrer son propre récit à travers des propres personnages qu'il crée, et c'est quelqu'un qui justement est en perpétuelle création fiction. C'est un artiste créateur qui raconte des histoires. Et justement, tout l'intérêt du film repose sur le fait qu'il est lui-même incapable de sortir de cette fiction, incapable de d'évoluer sans créer des fictions. Et c'est un paradoxe qu'il faut prendre en compte et qui est, je pense, assez admirable chez lui. Et même là, tu soulèves quelque chose que j'avais dit précédemment, mais c'est que tout le film tourne autour de la scène. C'est-à-dire que là, tu nous parles de ses démons, mais c'est sa meuf qui va voir un bébé qui lui dit que, bah, même lorsque il est en tournée, tout tourne autour de lui, de oui, c'est grand artiste qui a vendu des millions d'albums, etc. Et même lorsqu'ils doivent attendre un bébé, le préparer, mettre, être prêt pour l'arrivée d'un gamin, là aussi tout tourne autour de lui. Donc il y a aussi ce personnage de sa femme qui est assez intéressant, puisque c'est une sorte de valeur extérieure qui nous montre que en tant qu'artiste musical qui est souvent qui parle de lui, car dès son premier album ça tourne autour de son histoire, de sa province à Caen, que il est après dans Les Chants des Sirènes, ça tourne autour du fait que c'est un artiste qui crée.
crée énormément de débats sur la scène politique française, hein. Et c'est pareil après pour La fête est finie. Elle soulève le fait que Orelsan, peut-être que même en tant que ce film, en tant que avec ce film-là, fait son propre, encore une fois, son propre ego trip. Et justement, pour moi, c'est assez intéressant qu'il y ait ce élément-là qui est là pour nous dire que même là, encore une fois, il sort toujours pas de ses démons. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, que eh bien, Orelsan va faire le premier pas et va réellement métaphoriquement affronter ces yokai qui lui mènent la vie dure, qui le touchent encore, même s'il s'éloigne de toute la France, etc., comme Inoxtag avec Kaizen notamment. Évidemment, j'ai de grandes références cinéma. Mais je trouve que c'est pour moi le moment le plus intéressant du film, avec évidemment la fin et son aspect très clip musical, qui malheureusement a été gâché par un plan fait par IA. Et encore une fois, on en a parlé, hein, c'est évitable et je comprends pas pourquoi ça n'a pas été évité. Mais il y a peut-être, en plus de toute cette réflexion autour de lui, peut-être la compréhension que pour aller mieux, il faut peut-être en parler. Il faut peut-être s'entourer de personnes qui nous font aller mieux, puisque c'est tous ces torts, tous ces torts, tout ce qui va pas dans sa vie est arrivé à cause de personnes qui sont mauvaises, qui le poussent à faire de mauvaises choses, à penser de manière vraiment pas bonne, qui s'incarne dans Orelsan. Donc en ça, je trouve que bah, le film devient vraiment intéressant, que c'est grâce à ce regard extérieur que on peut avancer, que il peut bien lui-même se regarder, qu'il faut qu'il y ait quelqu'un avec lui pour peut-être évoluer, pour aller mieux, pour élever cet enfant dans les meilleures conditions possibles en fait. Et je trouve que c'est là-dedans que réside la plus grande réussite du film. Alors que, évidemment, tout part du fait que Chloé Choi est une actrice chinoise qui joue une japonaise. Donc c'est un comble quand même. Pour moi, c'est en ça que le film parvient à dire quelque chose en plus du fait que il s'agit d'une réflexion sur toute une carrière. Donc une carrière qui a commencé dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui 2025. Je crois que ça va faire 20 ans qu'il est là, Orelsan. Et c'est intéressant de voir un artiste qui essaie de perdurer, qui essaie toujours de mieux se comprendre. Il y a par exemple le seul exemple que j'ai dans la tête, c'est Booba qui lui n'essaie pas de se comprendre, et essaie toujours d'aller de l'avant, à toujours proposer quelque chose assez nouveau, mais qui tue un petit peu plus celui qu'il était précédemment, qui tue un peu plus le jeune Booba avec Lunatic qui fait mauvais oeil. Mais à la place, on a Orelsan qui y réfléchit, qui se dit que il a fait des choses mauvaises, que peut-être ça l'a un peu forgé, et qui nous donne finalement une œuvre assez cool où eh bien il grandit encore une fois. Voilà, ce serait ça mon ressenti final sur Yoroi, c'est que Orelsan grandit à nouveau, peut-être devient l'adulte qu'il devrait être depuis quand même quelques années, mais qui est mieux aujourd'hui qu'il n'a jamais été grâce à son entourage notamment. Oui, bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je suis assez d'accord avec toi. C'est encore une fois la preuve que finalement, celui qu'on l'on voit comme un grand enfant est quand même capable et est en train de grandir quand même, ou qui fait semblant de rester enfant. Du coup, c'est pour moi, oui, euh, un film qui a ses défauts et qui a ses grandes limites. On a tenté de les baliser depuis maintenant 50 minutes, mais globalement, c'est un film intéressant dans sa trajectoire justement aussi de biopic et dans son geste pur d'approche de l'artiste. Euh, je pense pas que ce soit un film majeur, même dans ce lien entre le rap et le cinéma, mais ce sera voilà, un film qui participe à une œuvre plus large, plus étendue d'un artiste désormais complet. Voilà. Voilà, du coup, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout, c'est très gentil. Il y a d'autres podcasts qui sont disponibles ici et sur Spotify. D'ailleurs, c'est Joe et Le Tenenbaum qui ont couvert un autre film présenté Mauvais Tour, merci, qui est l'homme qui rétrécit.
Donc je vous invite à le voir parce que ça a l'air d'être un très bon film que je n'ai pas vu, mais c'est un très bon podcast. C'est en effet En un tout film cas, très sympathique. super. Et bien je n'irai pas le voir. En tout cas, c'est toujours un plaisir de parler pour la 7e émission. Je vous invite à aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, sur Instagram. Nous avons notre site sur lequel nous postons régulièrement des critiques, sur lequel tu postes beaucoup de critiques, hein. J'en ai posté une En récemment, effet. mais t'en postes beaucoup. Du coup, si vous avez envie de nous découvrir après ça, allez-y, c'est toujours très sympa. Sur ce, je te remercie Hugo de m'avoir épaulé sur 50 minutes de podcast sur Orelsan. Et bah C'est de très rien. gentil, merci. Et Merci à toi aussi. merci de rien. Et, et merci. Au revoir tout le monde, bisous bisous.